bienvenue dans ce troisième et dernier volet de cette série sur la surpopulation carcérale et ses conséquences. Alors, je rappelle que cette trilogie, bon, on l'a appelée comme ça parce que c'était en trois volets, a pour but, a pour but de sensibiliser les adhérents de la CAT et les sympathisants. Si j'ai bien compris, il y a plusieurs personnes qui ont cherché aussi à se joindre à nous en étant juste sympathisants de la CAT, ce qui est très bien pour nous aussi. Donc, a pour but de sensibiliser les adhérents de la CAT au thème de la prison. Donc, on a d'abord parlé de la surpopulation carcérale. Ensuite, on a parlé des peines alternatives et de la justice restaurative. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du sens de la peine. Cette visio est, comme les deux précédentes, enregistrée pour pouvoir être réécoutée ultérieurement par des personnes qui n'auraient pas pu nous rejoindre ou qui n'auraient pas pu participer aux deux premières visioconférences. Nous les mettrons sur la chaîne YouTube de la CAT France uniquement après un léger montage. Et donc, nous vous enverrons un message pour vous prévenir que ces visioconférences sont sur notre site. Je vous demande donc de faire attention à vos micros. C'est très important pour pas qu'il y ait d'interférences qui doivent rester éteints. Et si vous avez des problèmes de connexion, éventuellement, de rester effectivement en mode caméra cachée. C'est pas toujours très agréable, mais quelquefois ça facilite aussi les échanges et les connexions. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois intervenants. Alors, Madame Danielle Jourdain-Ménager va nous rejoindre. Elle nous a dit qu'elle serait un petit peu en retard en démarrage. Et nous avons Monsieur Alain Dru qui est ici. Et qui donc, Madame Danielle Jourdain-Ménager et Monsieur Alain Dru sont rapporteurs du rapport sur le sens de la peine qui a été publié par le Conseil économique, social et environnemental en septembre dernier. Donc, c'est tout récent. Et nous avons le frère Gabriel Nissim aussi, qui est dominicain, membre du groupe de travail Lieu privatif de liberté et ancien président de la CAT France. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. Ah bah, Madame Danielle Jourdain-Ménager nous a rejoint. Bonjour Madame. Et merci à vous trois vraiment de nous consacrer du temps sur cette question du sens de la peine. C'est très important pour nous de terminer ces trois volets par celui-ci. Donc, j'ai la tâche de vous résumer, ça va être difficile, mais on va dire synthétiser plutôt les deux premiers volets que nous avons eus le 28 septembre dernier et puis le 19 octobre dernier, de façon à voir un petit peu, à passer ensuite sur le troisième volet de la trilogie. Donc, le 28 septembre dernier, nous avons effectivement abordé la surpopulation carcérale et ses effets sur la détention, qui ont été abordés avec Émilie Schmitt, qui est responsable programme et plaidoyer France Sûreté et Liberté de la CAT France, Silver Boudry, qui est aumônier de prison, et Mireille Gaillet, qui est pilote du groupe de travail sur les lieux privatifs de liberté et ancien aumônier de prison également. Nous avons vu que cette question de la surpopulation carcérale se posait depuis environ 30 ans et que la France a été condamnée à de nombreuses reprises, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, et cette situation ne fait que s'aggraver depuis. Les conditions de détention sont jugées indignes et la seule réponse de l'État a été, ou est toujours d'ailleurs, de créer de nouvelles places de prison. Silver Boudry, lui, a parlé de la prison de Tarbes, puisque nous voulions des témoignages vraiment très concrets pour nous éclairer sur ce qu'est la vie en prison aujourd'hui. Silver Boudry a parlé donc de la prison de Tarbes, vétuste, où la promiscuité est énorme, avec 3 détenus dans une même cellule, dont un dort sur le sol, car en fait, il n'y a que 2 cellules
de couchettes par cellule, pardon. Les problèmes psychologiques sont prégnants, les frictions nombreuses, même si des élans de solidarité entre détenus existent aussi. L'indignité est présente à chaque instant et la prison punit, certes, mais elle ne doit pas détruire. Éric, ancien détenu, a témoigné, lui, à travers Mireille Gaillet. Il a parlé aussi de sa vie quotidienne, la douche devenue rare en raison du nombre croissant de détenus. Cela doit aller tellement vite que parfois ils n'ont pas le temps de se rincer ou de s'habiller, ou alors ils doivent se laver dans leurs cellules, devant leurs codétenus. L'intimité est mise à mal et des viols peuvent se produire. Les parloirs sont aussi de plus en plus espacés. On a de moins en moins de temps pour voir sa famille et pourtant ces liens familiaux sont essentiels pour tenir le coup. Le 19 octobre, lors du deuxième volet, ont été abordés les remèdes, entre guillemets, à la surpopulation carcérale, les alternatives à la prison et la justice restaurative. C'est Gabriel Muesca, directeur et fondateur de la ferme Bodone, et Daniel Benson, en direct du Canada, qui sont intervenus le 19 octobre. Ils nous ont présenté d'autres moyens que la prison pour sanctionner les auteurs de délits. L'idée reçue que plus une peine est sévère, plus elle est dissuasive, est erronée. Les travaux de recherche le démontrent. Emmaüs, qui était cité donc comme exemple par Gabriel Muesca, qui soutient 5 fermes qui démontrent que l'on peut sanctionner autrement que par la prison. Donc parmi elles, il y a la ferme Bodone qui accueille 12 femmes et ce modèle est basé sur l'agriculture biologique. Ces résidentes sont salariées, sont syndiquées si elles le souhaitent. Elles sont accompagnées par des bénévoles qui sont essentiels au fonctionnement de ce modèle. Ces femmes sont toujours aussi les victimes d'hommes. Si elles sont responsables des délits qu'elles ont commis, ce ne sont pas les coupables et c'est Gabriel Mosca qui a beaucoup insisté sur cela. Ces derniers, il faut les chercher effectivement chez les hommes qui ont poussé ces femmes à commettre des crimes pour se défendre. Il conclut sur le fait que, bien sûr, la prison est une souffrance et que proposer autre chose que l'enfermement strict serait un véritable progrès civilisationnel d'avant-garde que les législateurs sont loin d'avoir le courage d'appuyer, tant ils craignent l'opinion publique. Pour aller encore plus loin, donc, il faudrait développer la justice réparatrice ou la justice restaurative. C'était donc l'intervention de Daniel Benson, qui a été aussi très bien illustrée par le formidable film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Ce processus de réparation ou de restauration permet de faire dialoguer victimes et auteurs de délits, et cette procédure est encore confidentielle, même au Canada, pourtant pionnier dans ce domaine. Cette procédure est inspirée de la culture autochtone et de sa justice. La communauté se réunit au grand complet, victimes du délit et auteurs compris, pour débattre et décider ensemble de la réparation et non de la sanction. La conclusion tourne autour de la question essentielle de qui veut-on comme voisin dans 5 ans? Est-ce qu'on veut un détenu qui a été détruit en prison, qui ne peut se réinsérer et qui risque la récidive, ou bien quelqu'un qui a compris son erreur et qui, en sortant, peut se reconstruire car on lui a donné les moyens de le faire? Donc voilà, c'était vraiment un aperçu de tous nos échanges qui étaient bien sûr plus riches et plus denses. Je vais donc maintenant passer la parole à Madame Jourdain-Ménager ou Monsieur Alain Dru, qui sont donc rapporteurs du rapport du CESE sur le sens de la peine et qui vont nous présenter je crois qu'il y avait 3 priorités identifiées et 19 préconisations. Je ne sais pas si vous allez toutes les balayer, mais en tout cas, vous allez nous faire
une synthèse de ce rapport qui va vraiment nous intéresser. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais prendre la parole parce que Daniel ne veut pas la prendre, je lui ai proposé. Donc, merci d'abord de votre invitation. Je ne vais peut-être pas aller très longtemps sur l'explication de ce que c'est le CESE, etc. Mais bon, grosso modo, c'est la chambre de la société civile organisée. C'est donc la troisième chambre constitutionnelle française. Nous n'avons aucun pouvoir de décision et nous n'avons que des pouvoirs de proposition. Derrière, que ce soit l'Assemblée ou les gouvernements, font ce qu'ils veulent de nos préconisations. Voilà, donc c'est pour aussi relativiser l'importance de nos travaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était le troisième avis du CESE autour des questions de prison. Il y en a eu un en 2006 qui portait principalement sur la formation professionnelle en prison, un en 2018 qui portait sur les peines alternatives principalement. Donc, je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit, etc. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même euh, là aussi plus de 30 ans, puisque je crois que c'est 1982, depuis 1982 qu'existe le TIG, donc ça fait 40 ans même, que officiellement on est censé essayer de trouver des alternatives à l'incarcération et qu'en réalité, ben, on se rend compte que la prison reste la référence et la peine centrale, et que si quelqu'un n'est pas condamné à de la prison, eh bien, il n'est pas condamné. Enfin, c'est le discours apparent, je dis bien, de la société. Donc, euh, nous n'avons pas voulu reprendre, et je ne vais pas m'étendre sur tout ce que vous avez déjà travaillé. Nous, on a essayé d'axer ce troisième avis autour des questions du sens de la peine, parce que ce qui nous est apparu, c'est que euh, là encore, il y a une question d'acceptabilité qui nous paraissait importante à travailler, que ce soit l'acceptabilité des alternatives à la fois par la société, mais aussi par les victimes, qu'on n'avait pas du tout l'intention de mettre de côté, et puis l'acceptabilité par les prévenus, puisque quand on vous condamne à de la prison, on ne vous demande pas votre avis, mais par contre, si on décide de vous condamner à un travail d'intérêt général, on va vous demander votre avis, et si vous nous refusez, eh bien, vous allez en prison. Donc, il y a des choses comme ça dans des déséquilibres sur lesquels nous voulions travailler. Euh, alors, on a mis quand même un certain nombre de précautions à nos propositions. Les précautions, c'est d'abord qu'on arrête de changer sans arrêt le code pénal en ajoutant de nouvelles incriminations en permanence. Je crois que c'est 3600 nouveaux délits ou incriminations dans les 15 dernières années. Ce qui veut dire que, là encore, à chaque fois qu'il y a un texte qui parle de quelque chose, il y a un volet répressif et il crée de nouvelles incriminations, de nouvelles condamnations possibles, alors sans même aller vérifier si les choses existent déjà. Voilà, je veux dire, on peut créer un crime de féminicide. Ça fera peut-être joli, ça c'est moi qui parle, ça fera peut-être joli au niveau de la communication, mais comment ça s'appelle, ce crime existe déjà euh, dans le code pénal, et il n'y a pas forcément besoin, sauf si on décide que ça peut devenir une circonstance aggravante. Mais ça, c'est autre chose, ce n'est pas une nouvelle incrimination, c'est une circonstance aggravante d'une condamnation qui existe déjà, et le gouvernement passe son temps, enfin les gouvernements successifs passent leur temps à inventer de nouvelles condamnations, même si elles ne servent à rien. Le plus bel exemple, vous le savez peut-être, c'est le rassemblement dans les halls d'immeubles, etc., où je pense qu'on a, depuis que le texte a été voté, c'est-à-dire maintenant plus de 10 ans, on a en moyenne
quand même entre 50 et 60 condamnations par an. Ce qui veut dire qu'on a inventé quelque chose, on nous avait dit que c'était quelque chose de totalement insupportable dans la totalité des quartiers français, et on se rend compte qu'on a un nombre de condamnations extrêmement faible. Donc voilà, il y a entre le discours de médiatique et le discours politique et la réalité, parfois de gros hiatus, et c'est un des points que nous voulions travailler. Donc on voulait objectiver déjà la situation, ça nous paraissait être un préalable, et puis l'autre préalable, c'était quand même un renforcement des moyens de la justice, parce que c'est clair que là encore, parler du sens de la peine à 2 heures du matin en comparution immédiate, ça ne remplit pas la totalité des conditions pour que les choses se passent sereinement, qu'on puisse effectivement penser ce qu'a été le parcours, ce qu'est la personnalité du prévenu, et on se contente en fait de s'intéresser aux faits, rien qu'aux faits, et on condamne par rapport à des barèmes qui sont préétablis. Nous l'avons vu quand nous avons été à Bobigny, où les mules, c'est-à-dire les gens qui transportent de la drogue dans leur intestin pendant les voyages, eh bien, étaient condamnés sur la base de 1 kilo, 1 an. Voilà, donc 2 kilos, 2 ans, etc. Sans s'intéresser du tout aux personnalités, sans s'intéresser à la logique même de cette condamnation, puisque ces gens-là sont des étrangers pour l'immense majorité d'entre eux. Ils sont immédiatement interdits du territoire français, ce qui veut dire qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, on va en fait passer notre temps à négocier avec le pays d'origine le retour de cette personne. Et en général, il ne fait même pas la totalité de sa peine en France. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui nous paraissaient un peu incohérentes et sur lesquelles on voulait réfléchir collectivement. Et ça a été un peu le sujet de cet avis. Mais on n'est pas, comment dire, on n'est pas angélique. On sait très bien que si on n'ajoute pas des moyens dans les services d'insertion et de probation, dans le monde associatif, si on ne finance pas les solutions alternatives, enfin là les collègues qui nous ont précédés ont dû vous en parler, mais c'est clair que par exemple, les fermes qui sont là aussi des peines alternatives, eh bien, à partir du moment où le prix de journée est extrêmement bas, il faut avoir une assise financière extrêmement forte pour pouvoir tenir le coup en attendant les subventions qui arrivent en fonction du taux de remplissage. Et on sait très bien que là encore, on est sur des taux de remplissage, on ne va pas dire minimes, mais aléatoires. Il y a des périodes où effectivement on remplit à 100% et d'autres périodes où c'est plus compliqué parce que on n'a pas forcément les profils qui permettent d'aller voir effectivement, enfin, de proposer ce genre de solution. Ce qui fait que il y a des tas d'éléments qui sont externes en fait à la décision de justice en elle-même qui nous paraissaient aussi importants de travailler. Voilà, ça c'était pour vous tracer un peu le cadre général. Et puis, à partir de là, on a essayé de voir quelles étaient un peu les barrières et les points sur lesquels on avait systématiquement une procédure judiciaire qui amenait à l'incarcération. Donc, l'un des premiers points qu'on a repéré, c'est la personnalité des prévenus, c'est-à-dire l'histoire des prévenus. On s'est rendu compte qu'effectivement, en général, les gens condamnés sont des gens jeunes, de milieux modestes, étant généralement des précaires et ayant peu de parcours scolaire. Ce qui bon, est, je dirais, pour la justice, la personne ne présentant pas la totalité des garanties de représentation, et donc on va le mettre en prison, peut-être simplement parce qu'il n'a pas de logement. Et ça fait partie des situations que l'on rencontre quand on va quelques heures dans des comparutions immédiates. On se rend compte que c'est un peu systématiquement ce genre de personnes, de profils de personnes qui se retrouvent incarcérées sans trop de discussion, alors que bien sûr,
quand tel homme politique ou tel cadre moyen se présente, eh bien lui, il offre des garanties de représentation, il a un salaire, on peut même lui prendre une caution sur la base de ses propriétés, alors que la personne qui n'a rien, on ne peut pas lui prendre grand-chose à part son corps. Et ça fait quand même quelques siècles que les choses ne bougent pas par rapport à ça. Donc il y a ce premier élément-là qui nous paraissait extrêmement important. Et pour le travailler, il nous semble qu'il faut travailler, bien sûr, l'encadrement euh, en permanence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que, et ça, l'avis de 2018 l'avait déjà dit, la sortie sèche est une école de la récidive. Donc, il fallait absolument essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner ces gens et faire en sorte que, même comment dire, s'ils ne purgent pas la totalité de leur peine, eh bien, il y ait un accompagnement qui permette de les accompagner dans la période de réinsertion. Euh, Ça, c'était un des premiers éléments. L'autre élément qu'on a regardé, c'est la problématique des courtes peines. La courte peine, c'est la peine qu'on va mettre, je dirais, quand on discute avec des magistrats, un peu en désespoir de cause. Ça fait 17 fois qu'on le voit pour les mêmes faits, etc. Il nous énerve. Et donc, on va lui coller 4 mois, 5 mois de prison. Bon, les 4 mois, 5 mois de prison, ça va servir éventuellement à le faire virer de son logement social parce qu'il ne va pas pouvoir payer pendant qu'il va être en détention. Ça va éventuellement lui permettre de perdre le peu d'emploi qu'il avait, même si c'était un travail à temps partiel ou si c'était des missions d'intérim. Parce que quand on ne voit plus quelqu'un pendant quelques mois, on le considère comme étant non fiable et donc on le remplace. Ça nous paraît être effectivement l'une des pires catastrophes qui puisse arriver. Et c'est là aussi où on dit qu'il y a des systèmes qui sont des systèmes qui amènent forcément, enfin qui amènent principalement à la détention. Je vous ai déjà parlé des comparutions immédiates, j'y tiens beaucoup parce que c'est l'un des plus gros pourvoyeurs de courtes peines. Et on l'a vu, par exemple, au moment des émeutes de juin dernier, où on a prononcé des dizaines de courtes peines, quelle que soit la situation sociale des personnes, parce qu'il fallait faire des exemples et parce qu'il y avait des circulaires de politique pénale qui tombaient du ministère et qui disaient qu'il fallait être ultra répressif. Donc on a été ultra répressif sans jamais se poser la question. Et ce n'est que maintenant, 6 mois après, que là vient de sortir une enquête de l'inspection générale de l'administration et de l'EJSJ, dans l'inspection de la justice, pour effectivement montrer qu'il y a eu des tas de gens qui étaient des primo-délinquants, c'est-à-dire qui n'avaient jamais connu la justice, qui ont été incarcérés. Alors que d'habitude, on nous dit toujours que, vous savez, c'est le discours sur la justice des mineurs. Ah ben, il faut au moins qu'il soit passé 20 fois devant le juge des enfants pour qu'il commence à avoir une sanction. Eh bien, là, on a eu des tas de gens qui ont été sanctionnés dès leur premier acte. On a eu des gens pour lesquels on n'a absolument pas tenu compte de leur emploi ou de leur logement. On a simplement sanctionné, c'est-à-dire que la personnalité de ces gens-là n'est absolument pas rentrée en ligne de compte parce qu'il y avait là non pas une demande de la société, mais il y avait une demande politique extrêmement forte. Donc c'est un peu cette question-là qui nous pose problème, c'est que on a, mais comme on le disait tout à l'heure sur les créations de nouveaux délits en permanence, eh bien, il y a cette propension permanente à envisager pour les gens qui sont bon, les plus pauvres et les plus marginalisés, une solution de répression un peu automatique, alors qu'on le voit bien pour un certain nombre d'autres, eh bien, les procédures sont extrêmement longues, extrêmement compliquées et aboutissent généralement à pas grand-chose. C'est pas que je réclame que M. Dupond-Moretti soit incarcéré demain, ça, je pense que ça serait complètement inutile, mais je crains fort que, connaissant la justice spéciale dont il bénéficie, eh bien, effectivement, on ait un jugement
qui ne correspondent pas à la gravité de ce qu'il a fait. Bon, voilà, on est en permanence dans ces choses-là. C'est bon, bah, selon que vous serez puissant et misérable, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire depuis le XVIIe siècle, mais on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement fort et sur lequel on voulait insister. Alors, je vous ai parlé des comparutions immédiates dont on pense qu'il faudrait réduire le point. Euh, un petit mot aussi de la détention préventive, parce que là aussi, on est quand même quasiment recordman d'Europe au niveau de la détention préventive. On a un nombre de gens présumés innocents, incarcérés, qui est absolument colossal. Et ça nous pose une vraie difficulté. Alors, je dirais que quand on est dans des procédures criminelles, avec un juge d'instruction, on peut penser qu'il y a eu des éléments déjà extrêmement forts qui amènent à cette détention préventive, mais on a des systèmes de détention préventive qui ne sont parfois que purement techniques, purement procéduraux. Par exemple, on n'a pas de place dans une comparution immédiate, donc on fait une comparution immédiate différée, et bien sûr, on met la personne en prison en attendant qu'elle passe devant la comparution immédiate. Donc, on a ces systèmes-là qui nous apparaissent extrêmement comment dire, inintéressants, contre-productifs, parce que ce sont des gens qu'on va mettre en prison quelques jours, bon, qui risquent d'y rester quelques semaines, parce que bien sûr, derrière, la comparution, enfin, le tribunal va vouloir comment dire, couvrir la période de détention provisoire qui aurait été faite. C'est quand même un des grands principes quand on a traîné ses guêtres dans un tribunal pendant quelques années, on se rend bien compte que c'est le type de discours qu'on a régulièrement. Et c'est un des points qui nous pose problème. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister avant de passer la parole à Daniel si elle la veut ou aux questions si vous le souhaitez, eh bien, c'est qu'on voudrait, nous, on a proposé aussi un système pour lutter contre la surpopulation pénale, on a proposé un système de régulation qui, effectivement, à terme au sens où il faut l'organiser, on voudrait que ce soit au niveau des cours, enfin, organisé au niveau des cours d'appel pour éviter des effets d'aubaine entre différentes prisons, mais géré par l'ensemble par chaque tribunal, à lui de faire sortir une personne quand il en fait rentrer une, et quand on dit faire sortir, c'est plutôt en fin de peine, ou dans une période où on pense que la personnalité du détenu permet effectivement cette remise en liberté. Les juges d'application des peines, s'ils étaient suffisamment nombreux, pourraient effectivement envisager ce genre de solution. On l'a vu avec le Covid, ça a été possible pendant la période Covid. Donc, l'idée, c'est pas, on a rien, vous savez, on n'a rien inventé. Hein, je veux dire, on a l'impression moi, j'ai l'impression de rabâcher des choses que je disais déjà quand j'étais éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse en 1990. Donc, parfois, on a l'impression lourdement de se répéter sur un certain nombre de choses, mais voilà, il y a si on veut améliorer, si on veut que la peine ait un sens, il faut que les conditions de détention, elles permettent aussi de travailler avec la personne. Pour l'instant, on le sait très bien, l'hôpital en prison, bah, il subit la crise de l'hôpital et quand on est en bout de chaîne, eh ben, c'est encore plus difficile de se faire soigner en prison qu'à l'hôpital. Quand on veut avoir des soins psychiatriques en prison, c'est encore plus compliqué qu'en psychiatrie à l'extérieur. Et tous ces éléments-là font que la peine n'a plus de sens parce qu'on met en prison des gens qui relèvent de la santé mentale. On ne profite pas du temps de l'incarcération pour travailler avec eux sur un certain nombre de points, pour éventuellement leur faire de la formation professionnelle, pour envisager une reconversion, pour travailler des possibilités. Et là-dessus, on est très, très en retard par rapport aux autres pays européens. Si vous commencez à aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs, on est les seuls qui continuent à construire des places de prison. Dans la quasi-totalité des États européens, on est en train de fermer des prisons. La Hollande loue même des places de prison à ses voisins pour pouvoir rentabiliser ses constructions d'il y a 20 ans. Bon, on a des baisses à peu près dans tous les pays.
Bon, voilà. Alors que nous, en France, on pense que euh, effectivement, la prison reste la seule peine compréhensible par la population. Je pense que si on passait un tout petit peu de temps à lui expliquer il y a d'autres solutions, eh bien, on pourrait faire avancer les choses. Voilà, moi, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je peux poser 3 heures, mais c'est pas ce qui vous intéresse. Donc, Monsieur aussi, merci, merci beaucoup, Monsieur Dru. Est-ce que Madame Jourdain Ménager souhaite poursuivre, compléter ou insister sur certains points? Oui, oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, moi, je souhaiterais insister sur ce qu'on a appelé le populisme pénal, c'est-à-dire qu'on a en face de nous une société, une classe politique, mais aussi des victimes pour lesquelles il semble tout à fait naturel qu'à un fait divers, on réponde par une loi et de nouveaux délits. Et ça, c'est pour nous une des priorités sur laquelle nous avons voulu insister, c'est comment faire comprendre que la peine, ça ne doit pas être obligatoirement un nouveau délit, et que ça ne doit pas être obligatoirement une peine de prison. Par ailleurs, il y avait un autre point sur lequel je souhaite insister qui fait suite aux États généraux pour la justice et pour lesquels Jean-Marc Sauvé, son président, avait beaucoup également insisté, qui était que notre service public de la justice, comme l'ensemble de nos services publics, est en état de délabrement avancé. Ce qui veut dire que traiter dignement nos concitoyens, même s'ils ont commis un délit, eh bien, ça n'est pas possible quand on voit qu'il manque des greffiers, des magistrats, des interprètes, et que lorsqu'on met des moyens sur la justice, et des moyens ont été mis sur la justice, c'est pour construire de nouvelles places de prison. Et on sait que construire de nouvelles places de prison, vous l'avez dit, hein, c'était aussi dans vos précédentes réunions, eh bien, ça génère automatiquement des décisions d'incarcération. Donc, ces moyens, hein, 4 milliards et demi qui sont prévus pour la construction de 15 000 places de prison, nous, on pense d'abord que ça devrait être plutôt utilisé pour la remise en état d'établissements vétustes, pour lesquels, lorsque la contrôleur générale des lieux privatifs de liberté va sur le terrain, mais vous l'avez aussi évoqué, nous sommes vraiment dans une autre société. Enfin, c'est vraiment, vraiment indigne. Donc, il faut mettre des moyens sur la justice, pas seulement les magistrats, même s'il y a des postes de magistrats qui ont effectivement été ouverts, mais il est important aussi d'avoir le greffier, d'avoir les interprètes. On parle beaucoup, et à juste titre, du développement des affaires concernant les violences faites aux femmes et les féminicides. On veut ouvrir des cours spécialisés. Par exemple, à Bobigny, c'était prévu, mais on ne peut pas l'ouvrir tout de suite parce que tout simplement, on manque de greffiers. Donc, tout ce substrat des moyens de la justice, c'est quelque chose pour nous sur lequel on a voulu insister. Euh, je crois que tous ceux qui participent du monde de la justice en sont convaincus, mais à chaque fois, on nous répond, il n'y a pas de problème puisqu'on ouvre des places de prison. Il y a un autre point qui nous semble également important, c'est celui de l'évaluation. Nous, on voudrait avoir une évaluation systématique des politiques pénales qui sont progressivement mises en place. Quand on crée de nouveaux délits, quand on modifie l'application des peines sous le coup de l'émotion, parce que c'est le populisme pénal dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, on n'analyse pas les conséquences. Par exemple, si on baisse à 1 an le seuil au-delà duquel une peine n'est plus aménageable, quels sont les effets attendus? Quelle en a été la portée?
Mais ça peut être aussi une évaluation d'une mesure positive. Pendant le Covid, et mon collègue Alain l'a dit, on a libéré 12 000 détenus qui étaient en fin de peine parce que les conditions d'incarcération ne pouvaient que favoriser le Covid. Mais personne n'a voulu évaluer scientifiquement les effets de ces libérations et est-ce qu'il y a eu des cas supplémentaires de délinquance? On n'en sait rien. Or, ça justifierait les mesures que nous proposons de régulation. Et puis, dans la même logique, on voudrait une revue générale des délits et des peines. En 11 ans, on a créé 3600 infractions nouvelles. Est-ce qu'elles sont vraiment toutes utiles? Est-ce qu'elles sont vraiment toutes utilisées? Ça aussi, c'est du ressort du Parlement, hein, parce qu'encore une fois, le Conseil économique, social et environnemental fait des propositions, mais ce n'est pas lui qui fait la loi. Mais c'est notre rôle aussi de transmettre, par exemple, aux parlementaires qui récemment ont produit un rapport sur les conditions de la régulation carcérale, de faire passer des messages de la société civile, comme cette évaluation générale des délits nouvellement créés pour voir quelle en est la portée sur l'état de notre société. Donc voilà ce que je voulais ajouter aux propos de mon collègue et puis on va répondre à vos questions. Mais vous voyez, c'est un ensemble. On ne peut pas parler du sens de la peine si on ne se pose pas la question des moyens de la justice. On ne peut pas s'interroger sur la place des victimes si on ne fait pas en sorte que les motivations des peines prononcées soient clairement expliquées. Et tout ça forme un tout pour lequel le sens de la peine doit vraiment être partagé par les victimes, les magistrats et plus généralement la société tout entière. Mhm. Merci beaucoup, Madame Jourdain-Ménager. Eh bien, effectivement, c'est parfait, c'est tout à fait le timing. Nous allons passer aux questions, aux réactions. Pacofi, je vais te passer la parole, peut-être pour lire un peu dans le chat une intervention, enfin un constat. Je te laisse la parole avec ton micro. Oui, oui, allô? Est-ce Oui, que oui, on vous t'entend. m'entendez? Oui, Oui. oui. Je pense que si, déjà, merci beaucoup aux deux rapporteurs pour cet exposé. Merci de nous avoir euh, fait part de vos constats. Je vois dans le chat, je pense qu'il y a un commentaire par la présidence, si je ne me trompe pas, Oui, qui dit Yves que Roland. Ouais. la... Ah, est-ce que si le président lui-même est là, moi-même je l'ai lu et je me disais que j'aimerais bien qu'il puisse en dire un peu plus. Et il disait que la détention avant condamnation était préventive avant la création du JLD qui est devenu provisoire après, pour souligner sémantiquement le caractère exceptionnel qu'elle devrait avoir. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas tout compris. Donc, Non, non, si Yves est là, non, non, juste, bon, d'abord, j'ai trouvé les interventions absolument remarquables. C'est du miel, c'est du miel d'entendre ces réflexions qui sont, je trouve, des réflexions à la fois de bon sens, mais très étayées, très construites. Voilà, merci, et c'est rassurant de voir que dans nos institutions, il y a effectivement des gens capables de produire des rapports qui soient sensés, qui soient juridiquement construits et qui vont manifestement, tout ça quand même dans le but de l'intérêt général, puisqu'on on sent bien que le but, c'est pas de favoriser le laxisme ni quoi que ce soit, c'est simplement pour le bien de la société, vous faites des propositions concrètes. Bon, bref, je suis très content. Je voulais juste, c'était pour qu'on se trompe pas, parce que les gens, on entend parler de détention préventive, de détention provisoire, de voilà. Bon, juste pour dire que on utilise actuellement
avant condamnation, quand il y a détention, c'est la détention provisoire. C'était jusque dans les années 2000, on parlait de détention préventive, et quand on a créé le juge des libertés de la détention, le JLD, on a changé le nom. Il me semble que c'est concomitant. Hein. Dans les années 2000, c'est la loi Guillot. On a créé le JLD et la détention est devenue provisoire pour bien souligner sémantiquement, comme je le dis, le fait que la détention, parce que c'était affirmé dans la loi, c'est toujours affirmé dans le code pénal, la détention est l'exception. Et c'est encore plus vrai, enfin devrait être l'exception, mais en tout cas, voilà, dans le code, c'est la détention, c'est l'exception. Voilà. Il faut le savoir, notre code l'affirme. Après, bon, nous avons bien entendu que c'était pas vraiment ni lu ni appliqué. Voilà. Et donc, pour souligner ça, toute détention, et particulièrement avant condamnation, c'est-à-dire lorsqu'on bénéficie de la présomption d'innocence, parce qu'il y a personne à statuer sur la culpabilité, la détention est provisoire. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire pour les gens qui pouvaient se poser des questions sur les termes. Merci Yves. Oh, Alors, merci beaucoup. est-ce que vous avez des questions après les interventions de... euh, alors, à nouveau, Il y a Mireille et oui. Dominique qui Alors, ont levé la main. Mireille et Dominique ensuite. Mireille. Voilà. Madame Jourdain-Méninger, vous avez évoqué en tout dernier le problème de l'explication des peines. Et c'est un point sur lequel je pense qu'il faut vraiment insister parce que, enfin moi, en tant qu'aumônier dans une maison d'arrêt, ben, je côtoyais des personnes qui recevaient donc leur peine et la difficulté que certains avaient à comprendre déjà les termes et que le fait que ce soit rarement expliqué, je l'ai vu parfois. J'ai vu parfois une personne gradée qui prenait le temps d'expliquer aux personnes. Mais sinon, on leur soumet le document, ils doivent signer quelque chose, ils ont très peu de temps pour le faire. Il y a, comme c'était en surpopulation, les autres détenus sont autour d'eux, donc pour eux, c'est déjà une situation très compliquée. Et le fait que la peine n'est déjà pas comprise, enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut insister. C'est pas possible que des personnes puissent exécuter une peine qui a un sens s'ils n'ont pas compris déjà cette peine. Vraiment, c'est un point que vous avez abordé à toute fin là, de votre intervention. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Oui. Je peux compléter si vous voulez. En fait, la motivation est obligatoire. Il y a eu une décision de la Cour de cassation. Quand c'est en première instance, je crois qu'il y a des grilles types. C'est fait à toute vitesse. Et puis, on a aussi une justice du pauvre, c'est-à-dire que l'avocat commis d'office, il ne va pas forcément prendre le temps d'expliquer à la personne condamnée ce que signifie la décision de justice. En appel, c'est un petit peu plus détaillé, mais c'est en ça que l'accompagnement est très important. Vous l'avez dit très bien, il y a un vocabulaire de la justice qui n'est pas immédiatement accessible. D'ailleurs, dans notre avis, nous avons fait un glossaire pour que ces termes soient partagés. Mais c'est bien aussi qu'on puisse expliquer, même au-delà du jour du jugement, ce que signifie cette peine bien sûr aux condamnés, mais expliquer aussi à la victime. Et c'est en ça, bon, je tire un petit peu le fil. La justice restauratrice, c'est un peu ça également. C'est créer un univers un peu différent dans lequel on s'explique sur le sens du délit et le sens de la peine. Tout à fait. Dominique Louvet a levé la main. Dominique. Oui, en fait, moi j'ai retenu quelque chose qui m'a semblé important à souligner sur le système et sur la perception effectivement des victimes de la sanction. Je me dis quand même que dans le système éducatif, il manque quand même la dimension de l'approche juridique et que peut-être ce serait nécessaire de pouvoir déjà sensibiliser les lycéens à ce que c'est que la justice, en quoi ça consiste, quels sont les différents types de juridictions,
Ça n'apparaît pas. Moi, j'ai jamais entendu ça dans ma formation. Et c'est quand même, comment dire, c'est quand même une grosse défaillance, il me semble. Et que peut-être que s'il y avait plus de sensibilisation et de formation ou d'information, comment dire, la pensée, l'opinion publique pourrait changer effectivement quant à l'idée de la sanction. Alors, ça existe, il y a des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, mais c'est une de nos recommandations, effectivement, que on puisse à la fois donner une information théorique, mais ce que font certains enseignants, c'est aussi emmener les lycéens à assister à des comparutions immédiates, par exemple, ou des procès d'assises, parce que ça fait partie de notre société. D'ailleurs, sur ce point, on va un petit peu plus loin que les élèves, mais avec nos collègues de notre commission du CESE, nous sommes allés assister comparution immédiate à Bobigny. Je peux vous dire que ça a changé l'opinion de nos collègues, d'une partie de nos collègues sur ce qu'était la justice aujourd'hui. Donc la pédagogie, c'est très important, vous avez parfaitement raison. Pacofi, alors, Émilie et puis ensuite Yves. Oui, merci Laurence. Bonsoir, merci déjà Monsieur Dru et Madame Jourdain-Méninger pour vos interventions. Et merci de votre présence en fait. On est vraiment très heureux de vous avoir ce soir. Moi, j'aurais voulu qu'on revienne très rapidement sur le comparatif européen que vous avez fait, Monsieur Dru. Ça m'intéresse énormément de savoir un peu ce qui se fait chez nos voisins. Donc, vous nous avez dit qu'aux Pays-Bas, on ferme des prisons, et je sais que dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, on favorise les peines alternatives et les placements extérieurs en prison. Et nous, en France, comme on l'a dit, on est plutôt sur cette idée de continuer d'enfermer, de créer des nouvelles places. Alors, j'aurais voulu savoir si vous aviez peut-être au moins un début de réponse sur pourquoi cette différence entre la France et les autres pays européens. Qu'est-ce qui explique que nous, on n'ait toujours pas ce réflexe, en fait, de penser à d'autres peines que la prison? Écoutez, je pense qu'il y a historiquement un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer. Alors, euh, l'un des premiers, l'un des premiers points, euh, on voit bien qu'en Europe du Nord, on a enfin, un travail différent et une réflexion différente. Je dirais que, allez, on va le dire clairement, dans les pays de culture protestante, on a une approche, comment dire, de la sanction qui est certainement différente des pays catholiques. Je crois qu'il y a, bon, enfin, les, les nonnes ont quitté les maisons d'arrêt pour femmes dans les années 1980. Enfin, j'ai encore connu, quand j'ai commencé jeune professionnel du ministère, j'ai encore connu des nonnes dans le quartier femmes de la maison d'arrêt de Rouen. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du péché et de l'ordre enfin, une symbolique qui fait qu'il faut forcément enfermer et qu'il faut forcément punir. Bon, voilà, enfin, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais on pourrait aussi se poser la question autrement, c'est pourquoi est-ce que nous sommes un des derniers pays à refuser toute évolution sur le cannabis, par exemple, ou sur les drogues? Pourquoi est-ce que nous sommes les derniers à mettre en place des salles de shoot? Pourquoi est-ce que... Voilà, vous voyez, je veux dire, on, on, euh, euh, on a trouvé que effectivement la réponse sécuritaire était la meilleure réponse et c'est celle qu'on apporte un peu systématiquement, quelle que soit la nature du problème. Euh, je l'ai dit, mais je vais le redire une nouvelle fois, il y a un nombre de personnes qui auraient besoin de soins psychiques et psychiatriques qui est absolument énorme en prison. C'est certainement pas le lieu où elles vont pouvoir se soigner.
où elles vont pouvoir être prises en charge correctement et sérieusement. Donc, généralement, enfin, moi, j'ai suivi suffisamment de gamins pour voir que quand ils sortaient, on n'avait d'abord jamais l'ordonnance, mais ils étaient dans un tel état qu'on se doutait bien qu'on avait acheté la paix sociale, c'est-à-dire qu'on leur avait filé des doses absolument monstrueuses et les médecins psychiatres refusaient toujours, enfin les médecins refusaient toujours de nous donner les quantités de calmants qui avaient été données pour que enfin, pour pas avoir d'ennui entre guillemets et avec leurs collègues de l'extérieur qui leur auraient dit mais c'est n'importe quoi. Nous on en est sûr parce qu'on avait fait enfin, il y a eu des prises de sang faites à Rouen à l'époque par l'hôpital psychiatrique quand on emmenait des personnes sortant de prison directement à l'hôpital psychiatrique, ils faisaient des analyses de sang et quand ils voyaient les quantités de produits stupéfiants et de produits calmants qu'il y avait à l'intérieur des veines de ces gens-là, ils se disaient mais c'est pas possible, c'est pas des doses habituelles. Donc voilà, je pense alors ça a bougé, hein, je veux dire, je suis pas en train de, mais je pense qu'il y a toutes ces réflexions-là qu'il faut qu'on réfléchisse. Et puis, comment dire, euh, alors, je crois qu'on a 73 codes de loi en France. On est recordman, là aussi, on est recordman d'Europe. Hein. Même l'Allemagne, on n'en a que 32, je crois. Donc, voilà, nous, on invente des codes en permanence, on invente des règles en permanence, et il y a toujours un volet répressif, ce qui fait que, eh bien, il y a aussi une mécanique d'alimentation de la prison qui s'opère, et comme il n'y a pas, mais ça, Daniel l'a dit aussi tout à l'heure aussi, c'est comme il n'y a pas de réflexion, comme il n'y a pas d'information, comme il n'y a pas de volonté de changer les choses, eh bien, on va au plus facile et on va au plus rapide. C'est clair que si on avait 2 fois plus de magistrats, les Allemands ont 2 fois plus de magistrats que les Français. Bon, si vous avez 2 fois plus de magistrats, si vous avez 2 fois plus de parquetiers, vous allez pouvoir avoir un suivi individualisé en détention qui va être beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus structuré que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, tous les témoins que nous avons eus nous disent quand quelqu'un est condamné à 6 mois de prison, il verra les conseillers d'insertion une fois le jour de l'arrivée et il ne les reverra plus de la totalité de leur détention. Mais ça, vous le savez tous pour ceux qui vont en détention régulièrement. C'est l'un des problèmes qu'il y a. Donc ça, c'est pour les personnels d'encadrement qui sont normalement ceux de première ligne, mais le magistrat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes en prison qui font qu'il n'aura peut-être même pas le temps de se prononcer sur comment dire, une évolution de peine ou un changement de nature de peine, etc., parce que tout va très vite et qu'on a énormément d'entrées en prison. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des éléments culturels, qu'il y a des éléments historiques. Voilà, je veux dire, surveiller et punir, vous reprenez toute la première partie de Foucault et vous aurez plein d'explications sur l'histoire. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne ça en compte. Et puis, on n'a pas eu, enfin, on a eu la chance, on n'a pas eu la chance qu'ont eu un certain nombre d'États du nord de l'Europe. Après-guerre, il y avait eu des quantités importantes de la population qui ont été incarcérés. Certains comme résistants pendant la guerre, d'autres juste après-guerre comme, comment dire, comme collaborateurs, etc. C'est vrai pour la Norvège, pour la Suède, etc., où il y a eu des gens qui sont passés d'un camp à l'autre, enfin bon, des choses compliquées. Et comme il y a eu toute une partie, y compris de l'intelligentsia et des gens qui réfléchissent, etc., qui ont été en prison à un moment donné dans ce cadre-là, on a immédiatement, alors on l'a eu un peu en France, hein, je veux dire, les premières réflexions, quand on reprend l'ordonnance de 45 pour les mineurs, eh bien, on voit bien qu'elle a été écrite par des gens qui avaient été en prison pour un certain nombre d'entre eux et qui disaient que ce n'était pas la place des gamins. Donc, je dirais simplement que peut-être que dans le nord de l'Europe, on a été plus loin et qu'on a réfléchi
de manière plus construite et qu'on n'est pas rentré dans la spirale dans laquelle nous sommes entrés. Bon, parce que, je veux dire, même si on avait moins de places de prison, le dérapage, dans les années 70. Et c'est à partir des années 70, au moment de la crise, d'abord de l'augmentation du chômage et puis de la crise économique, qu'on va avoir effectivement une augmentation du nombre de détentions. Voilà, mais chaque histoire, chaque pays est individuel. Moi, Mm. ce qui m'intéresse, c'est bien plus ce qui se passe en Espagne, par exemple, où on commence à avoir des réflexions sur la nature des peines, voilà, on a inventé des délits dans lesquels il ne peut pas y avoir d'incarcération. Vous voyez, je veux dire, il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer, y compris dans des pays catholiques, et je pense qu'il serait temps que la France s'y mette aussi un peu sérieusement. Merci. Mais il y a Je peut-être un espoir, mais il y a peut-être un espoir. Je voudrais compléter ce qu'a dit Alain, que je partage bien entendu, c'est que au moment des émeutes urbaines, ça a été évoqué tout à l'heure, ce sont des peines de prison qui ont été prononcées et tout le monde s'est félicité, enfin tout le monde, beaucoup se sont félicités de la sévérité de ces peines de prison. À aucun moment, on a soulevé la possibilité de prononcer des travaux d'intérêt général. Pour ces jeunes primo-délinquants, auraient tout à fait pu aller déblayer les gravats des écoles pour lesquelles ils avaient commis des dégradations. Or, non, le réflexe a été, ah, vous voyez, on a été sévère, on les a condamnés à des peines de prison. Non, pour le sens de la peine, hein, les travaux d'intérêt général sur la dégradation des bâtiments publics, c'était, à mon avis, beaucoup plus pédagogique et efficace. Alors, Yves, tu as levé la main. Je te laisse la parole. C'est pas, est-ce qu'il reste un peu de temps? Parce que si on est. Oui, Vas-y, et puis ok. on fera Non, une transition vers je voulais, Ariel. je voulais juste d'abord faire une remarque sur l'inflation législative et bon, sur les explications. Je pense qu'il y a une explication qui n'a pas été donnée aussi, c'est que nous sommes un pays avec une histoire révolutionnaire où le pouvoir, notamment législatif, appartient au peuple par ses représentants élus et que ces représentants se méfient des juges. Et donc, on multiplie les lois, on multiplie les détails dans les lois, on multiplie des kilomètres de détails, etc., pour limiter le pouvoir des juges. À mon avis, c'est très clair dans la façon dont les lois sont faites. Sur l'inflation législative et l'inflation des incriminations, juste évoquer, parce que moi, c'est quelque chose dont je n'arrive pas à me remettre, c'est cette dernière loi toute récente sur la création d'une infraction du fait pour un locataire qui n'a pas payé son loyer et dont le bail a été résilié, le fait de rester dans les lieux qui étaient les lieux de son bail, hein, ce qui a encore une fois une traduction en civil, en droit civil, mais on a créé une incrimination alors qui jusqu'à maintenant n'est punie que d'une peine d'amende, alors que le projet de loi prévoyait 6 mois d'emprisonnement. Le Parlement a limité à 7 500 euros d'amende, je crois, quelque chose comme ça. Simplement le fait, encore une fois, ça devient une infraction de rester dans le local qu'on loue parce qu'on n'a pas pu payer son loyer. Enfin, je veux dire, c'est absolument extraordinaire et ça me fait dire que, franchement, ça intéresse l'ensemble de la société. Je veux dire, c'est nous tous, hein, comme citoyens, je l'ai déjà dit fois précédente, qui devront être attirés là-dessus. Alors, je voulais poser une question sur le système de régulation. Le syndicat La Magistrature propose, je crois, depuis une vingtaine d'années, à savoir que quand la maison d'arrêt, puisque, encore une fois, c'est les maisons d'arrêt qui sont impactées par la surpopulation carcérale parce qu'elles sont obligées de récupérer tous les gens qui sortent du tribunal, hein, comparution immédiate, etc. Le syndicat d'administration a proposé un système sur lequel, dès lors qu'on a passé un certain seuil d'occupation, on ne pouvait incarcérer quelqu'un dans une maison d'arrêt qu'à condition qu'il y en ait autant qui sortent ou qui soient mis ailleurs, soit ils soient libérés, soit transférés dans un autre établissement. Je ne sais pas si vous parliez de coordination au niveau de cour d'appel. J'aimerais que vous puissiez éventuellement détailler comment ça pourrait fonctionner, ce système de régulation,
comment vous avez imaginé ça? Je trouve ça très intéressant. Écoutez, on est très proche du syndicat de la magistrature, on est très proche aussi du projet enfin, des propositions qu'ont faites les deux députés, mais je suis désolé, comme je l'avais annoncé, je vais devoir vous quitter, je vais vous laisser donc Daniel vous répondre. Voilà, on a une petite urgence en ce moment parce qu'il y a une loi qui se prépare qui s'appelle la loi immigration, je ne sais pas quoi, et on a besoin de travailler ce soir, c'était pas prévu, mais on a eu des échos sur ce qui était le texte qui était en train de sortir, et donc on doit travailler maintenant. Alors, je vais être obligé de vous quitter, mais je vous remercie de votre invitation. Merci. Je vous laisse et je vous laisse dans les mains de Daniel. Donc, il n'y a aucun souci. Elle sera parfaite pour tout le travail qui a été, pour expliquer tout le travail que nous avons fait. Merci beaucoup de Merci. votre Merci accueil. beaucoup, Monsieur Dru. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, Madame Jourdain-Ménager. Effectivement, une préconisation que nous avons faite dans notre avis euh, et qui est partagée de plus en plus, pas seulement par le syndicat de la magistrature, mais par les parlementaires, par Dominique Simoneau, la contrôleure générale des lieux privatifs de liberté. C'est une régulation qui serait, alors dans ce que nous proposons, nous, coordonnée par les cours d'appel, c'est-à-dire très territorialisée, parce que chaque territoire a ses spécificités. Et en cas d'atteinte de ce seuil de criticité, c'est-à-dire des conditions extrêmement défavorables d'occupation de ces lieux, eh bien, on identifie des solutions de sortie, c'est-à-dire un recensement des personnes susceptibles de faire l'objet d'une libération anticipée, avec libération sous contrainte, réduction supplémentaire de peine, conversion du reliquat de peine, un peu ce qui se faisait avec les lois d'amnistie, parce qu'une des raisons aussi de cette suroccupation carcérale, c'est que nous n'avons plus de loi d'amnistie. Or, le processus existait, c'est d'ailleurs ce processus qui a été utilisé au moment du Covid. C'est pas ouvrir toutes les portes des lieux de détention. C'est vraiment au cas par cas, coordonné par la cour d'appel, voir ce qu'il est possible de faire pour libérer un peu plus tôt des détenus, libérer de la place pour pouvoir organiser le flux. Donc on appelle ça une régulation, mais dans notre esprit, c'est une régulation contrainte, c'est-à-dire que les magistrats ne pourraient plus prononcer de peine d'incarcération si ce travail de coordination sous l'égide des cours d'appel n'est pas fait avec bien sûr toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Nous arrivons à l'issue de notre premier temps et je vais me tourner vers Gabriel Nissim. On a parlé tout à l'heure de punir, de péché, d'approche religieuse de ces questions de la sanction. Ça tombe très bien parce que Gabriel, tu vas nous apporter un éclairage sur ces questions aussi en tant que membre de la CAT, membre du groupe de travail lieu privatif de liberté, et puis dominicain aussi. Donc, Gabriel, je vais te laisser la parole maintenant. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous, tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci aussi à Madame Danielle Jourdain-Méninger. Merci à Alain Dru qui nous a quittés malheureusement. Et sur quoi je voudrais d'abord insister, c'est nous rendre attentifs à la question du sens de la peine, parce que ça éveille en nous, personnellement, des échos très profonds qui remontent à l'enfance et qui habitent notre inconscient. On a été punis dans notre enfance, voilà. Et au sein de la société, de l'opinion publique, c'est pareil, parce que nous avons depuis toujours à vivre avec une humanité où le mal est là. Et il nous menace, il nous atteint, et il a fallu faire face à ce mal, nous défendre. La peine, alors la punition, la vengeance, semble aller de soi. Ça semble être nécessaire, inévitable, pour répondre à ce mal et pour éviter que ça recommence. Et face alors au mal, à celui qui l'a commis, on va imposer donc une punition, une peine pour arrêter ce mal, avec cette sorte d'évidence d'un système où le bien, vous savez, est récompensé et le mal puni.
on se réfère là à un système qui semble aller de soi, la rétribution, pour défendre le bien face au mal. Donc la seule façon de lutter contre le mal et de favoriser le bien serait donc cette rétribution. Celui qui a fait le bien, il est récompensé. Celui qui a fait le mal, il doit payer. Il l'a bien mérité, c'est juste. La punition, la peine, la souffrance infligée serait alors le seul moyen de redresser cette nature pervertie qui est la sienne. Seule la violence de la punition pourrait lui imprimer un comportement correct, lui qui est dangereux maintenant pour tout le monde. D'ailleurs, souvent, la personne consciente de la faute qu'elle a commise sera d'accord là-dessus, en disant c'est juste, voilà, c'est normal que j'ai à payer. Hein. Alors on arrive à œil pour œil et dent pour dent. Mais on ne peut pas ne pas se poser la question, hein, évidemment, en quoi est-ce que la souffrance infligée au coupable va réparer la souffrance qu'a subie la victime? 2 yeux détruits au lieu d'un seul, 10 dents cassées au lieu de 5, la peine de mort, 2 êtres humains qui disparaissent au lieu d'un seul. Alors, est-ce que la justice est vraiment là quand une souffrance vient s'ajouter à une autre souffrance? Mais derrière, si vous voulez, cette idée de rétribution, cette volonté de faire payer la faute, en réalité, il y a un certain nombre d'éléments inconscients très importants. D'abord, il faut savoir que depuis toujours, il y a ce sentiment qu'il faut maintenir l'unité d'un groupe humain. Unité qui a été rompue justement par la faute qui a été commise par quelqu'un contre un autre. Donc, on veut toujours sa revanche. On veut toujours sa vengeance. Et ça va continuer, vous voyez, parfois sur plusieurs générations. La vendetta corse, par exemple. Hein. Il faut donc que le groupe humain arrête ce processus du mal. Et donc, pour ça, on va désigner un coupable et on va l'exclure du groupe. Et tout le groupe va pointer du doigt ce coupable et l'exclure, le mettre à mort éventuellement. C'est le processus du bouc émissaire. Et puis, autre élément inconscient qui agite notre sens de la peine, c'est que si je désigne quelqu'un comme coupable, comme le méchant, c'est quelque part une façon pour moi de me protéger contre ma propre tentation à commettre le mal. C'est lui le méchant. Et en l'excluant, c'est comme si je mettais le mal qui est en moi à distance. Une façon de dire, non, non, moi je ne suis pas comme ça. Lui, le méchant, je le jette aux orties. Donc lui, le condamner, l'exclure, l'enfermer, ça va être une façon d'exclure de moi cette propension au mal qui m'habite au plus profond. En l'enfermant en prison, lui, en le condamnant à mort, lui, c'est comme si je me séparais symboliquement du mal qui est en moi, je l'enfermais comme à l'extérieur de moi-même, comme si j'arrivais à le faire disparaître de moi-même. Vous voyez, donc, il y a tous ces inconscients quand nous pensons à une peine, à infliger une peine à un condamné. Et puis, dans cette façon d'enfermer le coupable dans le mal qu'il a commis, de le montrer du droit, comme disait tout à l'heure Madame Danielle Jourdain-Ménager, il y a le populisme pénal qui s'est fortement renforcé depuis quelques années. On en rajoute. On appuie sur le sentiment d'insécurité, sur le sentiment d'injustice, sur les peurs conscientes ou inconscientes. Vous allez être protégé, hein. On va rétablir l'ordre et la sécurité. Et on va multiplier les lois, on vient de le dire longuement, pour la sécurité depuis plus de 20 ans au détriment de nos libertés. Et c'est Denis Salas, un magistrat, qui, dans un ouvrage récent, souligne que notre société est passée du droit de punir, dit-il, à la volonté de punir, ce qu'il appelle une ferveur punitive. Le mal, c'est les autres. Il faut donc les éliminer à tout prix. Donc, vous voyez, comme premier point, pour réfléchir sur le sens de la peine, eh bien, il faut nous dire que derrière l'évidence
de la peine, de la punition pour celui qui a commis le mal, eh bien, il y a un ensemble de motivations qui sont beaucoup moins claires, et en particulier une réaction de déshumanisation à l'égard de la personne coupable. Et donc, ce n'est pas étonnant que cette personne en prison subisse des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est une forme de la torture. Et devant les conséquences de cette déshumanisation, que nous avons souligné très largement là tout à l'heure, M. Alain Dru l'a dit longuement, bon, le président l'a dit aussi, hein, devant ces conséquences de déshumanisation, eh bien, nous avons à nous interroger, c'est certain, nous, A4, en tant qu'A4, sur sa signification, sur son sens et sur ce besoin que nous ressentons de punir quelque part. Donc, face à cela, quelle devrait être notre action à nous, A4? Alors, quelques propositions hein, sur l'action que nous devrions mener. D'abord, me semble-t-il, promouvoir un sens de la peine authentiquement humain. Et dans la ligne du rapport du CESE, merci donc encore une fois à Madame Danielle Jourdain-Méninger et à Monsieur Alain Dru pour ce rapport remarquable, hein, avec tous ceux aussi, toutes les ONG, les institutions qui luttent contre les dérives actuelles, nous vouloir d'abord la justice. Justice pour les victimes, oui. Justice à faire régner dans la société pour notre vivre ensemble, oui. Mais justice aussi pour la personne coupable. Et donc ne pas être, nous, dans un esprit de vengeance. Et s'il y aura inévitablement souffrance pour la personne condamnée, ce n'est pas ça le but à poursuivre. Et plutôt que de peine, plusieurs personnes le remarquent, hein, plutôt que de vouloir imposer une souffrance, nous devrions parler beaucoup plus de sanction. Sanction, c'est-à-dire un coup d'arrêt pour dire que effectivement, oui, un mal a été commis, que c'est une injustice, que ça doit être réparé autant que ça sera possible à l'égard de la victime comme à l'égard de la société. Donc, remettre les choses en ordre pour reconstruire la paix sociale. Mais pour cela, il est indispensable que la sanction soit efficace. Et la première condition pour ça, c'est que la personne qui a été reconnue publiquement comme coupable comprenne elle-même, réalise le mal qu'elle a commis. Et encore une fois, là je cite le rapport du Comité économique, social et environnemental. Donc que cette sanction soit adaptée à cette personne. Et comme on l'a dit et redit là tout à l'heure, qu'elle ne soit pas source de récidive, alors que c'est beaucoup, beaucoup trop souvent le cas à l'inverse de ce qu'on cherche. Donc que cette sanction soit source non pas de récidive, mais de réintégration, de réinsertion possible. Cette sanction doit donc avoir pour sens et pour but d'être une source de réhumanisation, de resocialisation pour la personne condamnée comme autant pour la victime. Vous voyez, le regard qui anime la justice doit donc être inspiré, me semble-t-il, par la dignité humaine de la personne coupable autant que des victimes. Une dignité humaine avec les droits fondamentaux qui en découlent. Mais ce que nous oublions, ce que l'opinion publique oublie très habituellement, c'est que cette dignité humaine, ces droits fondamentaux, ils entraînent une exigence de fraternité. Vous savez, moi j'aime beaucoup rappeler que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Immédiatement, cette phrase est suivie d'une autre. Ils sont doués de conscience et de raison et donc doivent se traiter mutuellement dans un esprit de fraternité. Eh bien, ça vaut tout autant pour ces personnes que nous avons condamnées en raison des actes qu'elles ont commis. Les actes qu'elles ont commis ne doivent pas nous empêcher de reconnaître leur dignité fondamentale et donc d'agir envers elles
dans un esprit de fraternité. Et pour reprendre les paroles d'une personne qui a été de très longues années assistante sociale en prison, nous avons, me semble-t-il, à nous voir nous-mêmes comme responsables. Responsables à l'égard des victimes, mais tout autant responsables à l'égard des personnes délinquantes. Responsables que ces personnes prennent conscience du mal qu'elles ont commis et de combien ce mal les met loin du meilleur d'elles-mêmes. Ainsi, vous voyez, le sens de la sanction, le sens de la peine ne devrait jamais être une façon de juger la personne, de l'enfermer dans le mal qu'elle a commis définitivement, mais bien au contraire, d'affirmer son humanité et au nom de son humanité, au nom de sa capacité de responsabilité, afin que cette capacité renaisse en quelque sorte, qu'elle soit restaurée au-delà de l'acte qu'elle a commis, appeler cette personne à se détourner de son propre mal, qu'elle le répare autant qu'il est possible et qu'elle redevienne un citoyen responsable, capable de justice, de respect, de bonté. Et donc ça suppose en particulier de comprendre, et là aussi je cite le rapport du CESE, de comprendre et de réparer les causes qui ont pu contribuer fortement à ce que cette personne commette ce délit. Des conditions sociales de précarité, une enfance difficile, un manque d'éducation. Bien souvent, ces personnes délinquantes auront été elles-mêmes d'abord des victimes. Alors devant ce qu'on pourrait appeler le gouffre de leur misère morale qui engendrait leur délinquance, eh bien il s'agit d'aller vers eux, d'aller vers ces personnes, pour leur dire notre confiance, notre estime, non pas pour ce qu'ils ont fait, bien sûr, mais pour ce qu'ils sont, au profond d'eux-mêmes. Donc, nous, être capables être témoins de leur humanité. Et c'est là toute l'importance, vous voyez, des visites que nous pouvons faire en prison, des lettres que nous envoyons et des aumônières de prison. La sanction, les conditions de détention ne devraient jamais contribuer à renforcer leur déshumanisation, mais tout au contraire, les aider à se relever. Être pour eux un chemin de guérison, un chemin d'humanité. Donc, vous voyez, il me semble que ce sens de la peine, ce sens de la sanction, implique nécessairement un esprit de fraternité. Et c'est alors, ça sera mon dernier point, pour nous, à ACAT, en tant que chrétiens, ce, me semble-t-il, à quoi nous sommes appelés au nom du Christ. Parce que c'est exactement de cette façon que le Christ s'est comporté avec ceux qu'il a côtoyés. Donc nous, témoins du Christ, de la façon dont il regarde, lui, les prisonniers, les délinquants, les personnes coupables. Et ça, quelle que soit la gravité de leur faute. Lui qui n'est pas venu pour juger, mais pour guérir. Et Alain Dru, tout à l'heure, a bien souligné combien l'Église catholique, tout au contraire, avait mis l'accent sur le péché, sur le châtiment, hein, au lieu de mettre l'accent sur l'attitude du Christ, qui est une attitude d'abord de ne pas juger la personne. Juger l'acte, oui, mais la personne, non. Prenez cette femme qu'on amène à Jésus. Oui, elle a commis l'adultère, mais elle n'est pas, comme on le dit beaucoup trop souvent, une femme adultère. Elle a péché et le Christ lui dit, va et ne pêche plus, va de l'avant par rapport à ce que tu as commis. Il lui ouvre un chemin nouveau devant elle. Et il est nécessaire que la sanction n'enferme pas la personne coupable dans sa culpabilité, mais tout au contraire, lui ouvre un avenir différent. Et c'est Paul Ricoeur qui dit « Celui qui a été jugé responsable de ses actes ne doit pas être réduit à la soumission à une peine, mais il doit pouvoir se réapproprier sa propre histoire pour assumer l'acte qu'il a commis, et alors avancer, aller vers lui-même tel qu'il est au regard du Christ, au regard de Dieu. »
Et vous voyez, le Christ insiste beaucoup sur le fait que justement, nous n'avons pas à juger. Qui es-tu, toi, pour juger ton prochain? Vous vous souvenez de la parabole de la paille et de la poutre? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. Ensuite, tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Parce que si nous nous regardons nous-mêmes, nous savons toutes les tentations qui nous habitent. Nous savons bien la dureté de cœur que nous avons sans cesse à vaincre nous-mêmes. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et il sait comment chacun de nous vit sa liberté de faire le bien ou le mal, ce qui l'a conduit concrètement à faire le bien ou le mal. Ce mal, vous voyez, je crois que c'est très important, avec toute la Bible, hein, de voir comment il est présent dans toute l'humanité sans exception, depuis l'origine. La condition humaine, elle est marquée par le mal, par le péché, radicalement. Ça nous est en quelque sorte congénital, et puis tout le monde. Donc, il y a devant l'autre qui a commis le mal, il ne faut pas se dire c'est un autre. Nous sommes tous comme ça. Et devant ce mal, alors, Dieu, lui, au lieu de détruire, va décider de faire alliance avec l'humanité telle qu'elle est. Et c'est l'épisode du déluge et de Noé. Dieu se repent du déluge en quelque sorte et dit maintenant non, maintenant je fais alliance avec vous, quel que soit le mal que vous ferez, je reste en alliance avec vous, en permanence, sans jamais renoncer à dénoncer le mal, à le refuser, mais sans jamais non plus renoncer à aider, à guérir, à sauver. Vous savez, c'est Saint Paul qui dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et ça s'adresse à tout le monde, ça. Et le Christ vient en raison même de ça, pour que malgré ça, eh bien, ça soit le bon qui soit finalement en nous le plus fort. Donc, vous voyez, devant ce mal qui nous écrase, il ne faut pas oublier que Dieu d'abord souffre avec nous et qu'il ne veut qu'une chose, c'est nous en libérer, nous en sauver. Ça vaut pour toutes les personnes qui sont condamnées. Et il met en nous, en chacun et dans l'humanité, dans son ensemble, une parole qui nous dit ce qui est mal et ce qui est bien. Les 10 paroles, les 10 commandements. Mais aussi, il met en chacun de nous une force, qui est la force qui est en nous depuis notre naissance, hein, qui est sa propre force, sa capacité à lui de faire le bien et que nous partageons radicalement avec lui. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous, quel que soit le mal que nous avons commis. Notre Dieu, comme dit un psaume, est juste et sauveur. Juste, oui, face au mal, c'est indispensable, mais toujours en même temps sauveur, à la fois de ceux qui sont victimes et de ceux qui sont coupables. Face au mal qui nous écrase, jamais Dieu ne va renoncer à nous faire revenir à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Le bon en nous pourra toujours être le plus fort, devra toujours finir par être le plus fort. Voilà, alors c'est ça, vous voyez, que nous pouvons vivre, voir autour de nous. Moi, je constate quand même tout le temps que malgré le mal, il y a tellement et tellement de gestes d'humanité, de fraternité, même au plus fort des conflits, des petits gestes, mais qui témoignent de cette lumière qui est en nous. Et je pense que c'est là aussi la foi et l'espérance que le Christ nous ouvre. Le jour viendra où tous les péchés seront pardonnés et où le mal, il n'y en aura plus. C'est de cet avenir-là, cet avenir de lumière, cette lumière que les ténèbres sont incapables d'étouffer, dont nous avons à être les témoins dès aujourd'hui auprès de toutes ces personnes qui ont besoin de notre fraternité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette parole d'espoir pour finir notre séance. Je vais laisser la parole circuler. Qui est-ce qui souhaite intervenir? Peut-être, je ne sais pas si Isabelle Bouche, j'ai vu ta main, mais peut-être pas, non?
Est-ce que quelqu'un, alors, si on peut, parce que je ne vois pas tout le monde, donc je ne sais pas si il y a des mains levées, des interventions. Non, bah, tu nous as scotché, Gabriel. Nous sommes béats devant tes paroles, à l'écoute de tes paroles. Ah, Dominique Louvet. Dominique, tu peux prendre la parole. En fait, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a une euh, bibliographie concernant la notion de sanction, de peine, avec les nuances qu'avait relevé Madame, je ne me rappelle plus, sur les protestants, non, c'était monsieur, sur les protestants et les catholiques. En fait, la vision qui a construit les différentes les politiques de justice dans les différents pays européens. Est-ce qu'il y a des livres d'analyse, de questions, de... Alors, vous avez tout à fait raison, hein. D'ailleurs, on voit bien comment, par exemple, si Ricoeur a écrit tellement de choses justes sur cette question, c'est parce qu'il est protestant, hein. C'est pas par hasard. L'Église catholique a beaucoup développé, je l'ai dit tout à l'heure, cette dimension du châtiment, cette dimension de l'enfer, voilà. Et On peut faire peut-être après une petite liste bibliographique. On va faire un peu de recherche peut-être oui, oui. pour fournir aux participants un peu de documentation supplémentaire ou complémentaire à ces propos. C'est une Je bonne vous idée. signale que l'ACAT a publié il y a déjà plusieurs années, dans les années 2000, je crois, une brochure, hein, sur le sens de la peine, qui est tout à fait remarquable, avec une intervention en particulier de Roselyne Dupont-Roch, qui met tout à fait les choses au point de ce point de vue-là. Par exemple, si vous voulez, elle rappelle comment il ne faut jamais absolutiser l'image d'un Dieu qui châtie, qui punit. Toute la Bible est une évolution, hein, où on est parti de cette idée spontanée que Dieu va punir, va se mettre en colère, jusqu'au fait que finalement, non, Dieu fait miséricorde. Très bien. Alors, on fera un petit topo bibliographique. On va faire un peu de recherche pour vous. Pas d'autres questions, pas d'autres. Si, Yves, s'il te plaît. Oui, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce qu'a dit Gabriel, qui est effectivement très riche et très éclairant. Ce que j'en entends, moi, c'est que, en fait, le mieux est relativement abordable. Je veux dire, si on se donnait, c'est un peu, ça rejoint les conclusions des rapporteurs tout à l'heure, c'est si on se donnait les moyens de pouvoir faire les choses en humanité, ce qui est vrai de la tenue d'une audience correctionnelle, par exemple, ou d'une cour d'assises. Et ça arrive, hein, c'est pas toujours des lieux, voilà. C'est-à-dire où ce qui est privilégié, c'est l'écoute. Voilà. Et puis de changer aussi un certain nombre de normes, parce que ce qu'a pas dit Alain Dru tout à l'heure, c'est qu'après la guerre, il y a des pays, par exemple comme l'Allemagne, qui se sont vus imposer des règles de preuve dans les procès, qui sont un peu les règles qu'on a de nous devant notre cour d'assises, qui est que tous les faits doivent se discuter à l'audience. Alors que nous, on a des procédures dites inquisitoires, c'est-à-dire où tout est basé sur l'enquête de police. Et ça change tout. Ça change tout sur les débats, sur l'ambiance, sur ah ben vous avez dit ça aux policiers, donc vous me dites autre chose aujourd'hui, vous êtes un menteur, tu vois. Voilà. On pourrait relativement facilement, à condition de privilégier encore une fois l'empathie et ce regard et encore une fois avoir constamment le souci de l'humanité, je pense qu'on pourrait. Alors, peut-être que ça serait qu'une modeste contribution aux créations du royaume de Dieu, mais bon, après, lui, il ferait le reste, hein, je veux dire. Mais bon, on pourrait déjà commencer par ça,
ça me paraît à portée de main. Voilà, c'est peut-être un signe d'espérance. Euh, je pense qu'on pourrait déjà améliorer passablement les choses. Merci Yves. D'autres interventions avant de conclure nos travaux? Non? Eh bien, écoutez, il est 20h01, on est un tout petit peu en avance, mais c'est parfait. D'abord, un grand merci aux intervenants d'aujourd'hui. Daniel Jourdain-Méninger, Alain Dru, à qui on fera un petit message aussi de remerciement. Merci à Gabriel aussi. Merci à tous les intervenants des deux précédents volets, puisque c'est le dernier aujourd'hui, qui ont bien voulu nous donner du temps pour mieux comprendre ce sujet. Merci aux participants qui se sont inscrits, qui ont joué le jeu de cette visioconférence pour parler d'un sujet qui n'est quand même pas très facile et très évident. Vous retrouverez un prochain article un article dans Humain que nous écrivons pour faire un petit peu état de ces visioconférences. Ça sera peut-être une synthèse, mais ça donnera peut-être envie à d'autres aussi de nous rejoindre dans nos travaux. Ces 3 visios, je vous le rappelle, ont été enregistrés. Donc, nous allons, après un léger montage, les mettre sur la chaîne YouTube de la CAT et nous vous en informerons le moment venu, ainsi qu'une liste, de tous les documents que nous avons cités, que nous avons aussi transmis par le chat pendant les 3 visioconférences. Un dernier point aussi, c'est que le groupe de travail lieu privatif de liberté a toujours besoin de renforts. Donc, si vous avez envie de poursuivre la réflexion sur ces questions, vous nous contactez et puis nous vous mettrons en contact nous vous mettrons en lien, pardon, avec Mireille Gaillet qui pilote ce groupe de travail. C'est pas non plus un groupe de travail qui travaille tous les jours, hein. Ce sont des réunions régulières qui peuvent se faire par visioconférence aussi, mais la réflexion se poursuit et c'est important de continuer ce chemin. Voilà, un grand merci. Merci pour ces 3 moments. C'était une première pour nous d'organiser comme ça sur un même sujet 3 volets. Et je pense que c'est pas mal pour travailler ensemble, se voir, réfléchir et sans se déplacer. Donc voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Je ne sais plus comment terminer, mais je suis très contente de ces moments passés avec vous. Et à très bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures. On va essayer d'imaginer peut-être d'autres sujets à travailler ensemble. Merci bien. Merci à Merci. tous. Merci à tout le monde. À très Oui, bientôt. merci à tout le monde. Merci. Au Salut à revoir, vous. merci.